s'entraîner. Vous savez, là, lorsque je vois les gens s'entraîner maintenant, à certains, il leur manque beaucoup de choses, parce que nous faisions de tout. Bon, on avait la possibilité, mais on faisait de tout. On faisait aussi bien de la gym au sol que des agrès, que tout. Autrement dit, tout, on faisait travailler, que de la natation, alors, etc. Bon, on avait la chance d'être ici aussi. Ça me faisait travailler tous les muscles. D'autres, certains muscles étaient spécialisés pour le mouvement de trapèze, certainement, mais on faisait travailler tout. Tandis que les gens qui s'entraînent que pour une spécialité, ben c'est un tort parce qu'il arrive un moment où ça flanche, il a la tendinite, il a mal aux adducteurs, il a mal à ci, il a mal à là. Moi, j'ai jamais eu mal. J'ai jamais eu mal. Et notre dopage, vous savez ce que c'était? Des granules d'arnica homéopathiques. 5 granules d'arnica tous les soirs. Tous les soirs, on en avait fait du sport. Ou du sport, y compris chez les scouts. Et après, chez les scouts, j'étais devenu scout marin. Alors, ça vous fait rien, les avirons, la voile. Je veux dire, ça complétait vraiment. J'étais multi-sport, quoi, si on peut dire. J'ai lu l'arnica, l'homéopathie existait déjà. Bah oui, mais l'homéopathie existe depuis 1900. Mais l'homéopathie, elle est décriée maintenant. Mais moi, j'étais soigné l'homéopathie, là, j'étais gamin. J'étais à soigner l'homéopathie. Il y avait deux grands médecins homéopathes qui étaient écrits chez mon père, Gaillard d'une part et Daniel d'autre part, dont les pères étaient déjà homéopathes. C'est avant 1900. CH, lorsqu'on met les formules CH, c'est Christian Hahnemann, je crois, qui a inventé l'homéopathie. Hein, qui a inventé l'homéopathie. Moi, j'étais soigné l'homéopathie. Ayant vécu après en Allemagne, l'homéopathie est terriblement développée, comme en Amérique. Il n'y a qu'ici que les laboratoires font une guerre à l'homéopathie. Hein, parce qu'à la limite, comme un jour j'ai vu un débat, à la limite, les scientifiques disent qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement que ça a de l'effet. Alors il y a quelqu'un qui a répondu avec juste raison, mais attends, par quoi est intéressé le patient? Est-ce qu'il est intéressé par les résultats scientifiques ou par les résultats sur lui? Si sur lui ça fait du bien, il n'a rien à voir. Ça ne l'intéresse pas que le scientifique n'arrive pas à prouver quelque chose. Alors, je ne sais pas, moi par exemple, à l'époque, on enlevait les amygdales pour un oui, pour un non. Moi, j'ai suivi un traitement pendant je ne sais pas combien de mois, de granulés, là, comme ça. Moi, j'ai enlevé les amygdales, mon frère non plus. On les a séchés, je crois, ou des trucs comme ça, quoi. Bon, mais nous, ça nous convenait très bien. On ne parlait que l'homéopathie. Bon, alors après, par la force des choses, je me soigne un peu à l'allopathie. Et l'homéopathie, ça n'avait pas de conséquences corollaires, quoi. Rien, jamais. L'ambiance, finalement. L'ambiance. Alors, parler de savoir s'il allait y avoir une guerre ou non. Ouais, tout le monde parlait de la guerre. Bon, maintenant, on dit qu'il va pleuvoir ou il va faire du vent. Hein. C'était un peu la météo de la guerre. Personne n'y croyait beaucoup. Personne n'y croyait beaucoup. Je veux dire, ce n'est pas un truc auquel on se prépare. En tout cas, si on y croyait, on ne s'y préparait pas. Hein, on ne s'y préparait pas. Ça a été un mal terrible de nos armées, quoi. On ne les préparait pas du tout. C'était des civils habillés en soldats. C'était pas des soldats. Après, c'était lamentable, c'est lamentable. Mais ça, c'est pour leur habillement, l'argument et le blanc de jarretière, la capote qui pesait 50 kilos, le tissu épais comme tout, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vu comment mon père était habillé lorsqu'il était soldat. Donc, en tout cas, on ne s'y préparait pas. Rien nous laissait penser. Oui, on construisait des bateaux. Alors, moi qui m'intéressais à la marine, je connaissais tous les bateaux. Quand on a parlé du capitaine, je connaissais tous les bateaux de la marine française. J'ai été fier parce qu'elle avait vraiment une belle marine. Elle était à l'avance surtout, ne serait-ce que sur les sous-marins, que sur les. Si vous ouvrez une parenthèse, votre père a fait la guerre de 14? Non, absolument pas. Il est né en 1902. Ah oui, mon oncle, son frère aîné, l'avait faite. Il avait fait dans le 141e régiment d'infanterie de Marseille, et qui avait été décimé dès les premiers jours. Il était en pantalon Garance, rouge, et notamment pour les mitrailleuses allemandes, c'était un régal, quoi. C'était un régal. C'était un régal. Et il a été parmi les rescapés de ce régiment. Et après, comme il était ingénieur mécanicien, plus tard dans la vie civile, il est devenu directeur de l'usine à gaz de Gérardmer. Et l'aviation était en plein essor, en plein début. Il a demandé à passer dans l'aviation. Et il était le mécanicien de Fonck, l'un des pilotes des As de la guerre. Et c'est un de ceux qui ont inventé, qui ont mis au point le tir des mitrailleurs à travers l'hélice. C'est une question de réglage, évidemment. C'est une synchronisation.
était parmi ceux, et Fonck, puis d'autres ingénieurs, d'autres mécaniciens, enfin, tout le monde bossait, c'était en plein, tout le monde, la moindre petite idée était exploitable, quoi, et exploitée, en tout cas, on essayait, quoi. Vraiment, c'était très bien. Donc voilà, alors, bon, lui de la guerre, il n'en parlait pratiquement pas. À la maison non plus, il n'était pas fétichiste, il avait fait une espèce d'avion en bois là, plat sur lequel il avait accroché des cartouches allemandes, françaises, des insignes allemandes, françaises. Il a donné ça à ses parents qui étaient là, je me rappelle, dans la salle à manger de mes grands-parents paternels. Enfin, on n'en parlait pas beaucoup, quoi. En plus, il était franc-maçon. Il était franc-maçon. C'est pour ça peut-être qu'il est devenu directeur de l'usine de Charles-Armer. Je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même le piston à l'époque. En fait, c'était pas un problème qu'il soit franc-maçon. On discutait, je discutais pas avec lui. Parce que le père ou ses frères, ou la famille discutait avec eux. On avait différences d'opinion. Enfin, c'était pas la guerre. Quoi. Hein, ça ne se fâchait pas pour ça. Ça ne fâchait pas personne, se fâchait pour ça. Par contre, lorsque les Allemands ont envahi l'Allemagne, là, la France, il était à Gérardmer, donc il a quitté Gérardmer, non pas des Allemands, plutôt des Français, après la guerre, pour chasser les francs-maçons. Les francs-maçons. Ah oui, oui, on avait dissous toutes les loges, et les francs-maçons étaient recherchés. Je veux dire, s'ils étaient fonctionnaires, ils étaient limogés, etc. Après la guerre, on n'en parlera pas beaucoup de ça, mais les francs-maçons ont été exclus de la vie publique à partir de l'arrivée de Pétain. Hein. Oui, oui, donc on ne parle pas beaucoup de la guerre. Alors, oui, on voyait qu'on construisait des bateaux, des avions, les Italiens, comme je vous l'ai dit, en construisaient, tout le monde. On voyait aux actualités hebdomadaires, France Actualité, ou je ne sais plus quoi, ou Gaumont Actualité, qui passait dans les images noir et blanc. Alors, on voyait un truc qui m'a vraiment marqué, les parachutistes russes. Ils construisaient des avions immenses, mais alors vraiment immenses. Genre les Antonov maintenant, mais enfin de l'époque, quoi. Antonov ondulé, là, comme les Ju-52. Et il y avait 4 ou 6 moteurs, avec des poignées sur les ailes, des poignées. Les soldats s'accrochaient aux poignets et décollaient comme ça. Hein, ils avaient résolu le problème du nombre de places à l'intérieur. Hein. C'était tout à l'extérieur, plus à l'intérieur. Et les types, une fois qu'ils étaient en l'air, ils lâchaient les poignets, ils descendaient comme ça, ils glissaient sur l'aile, etc. Et là, ça m'est resté gravé ça. Et après, j'ai été parachutiste en France, on nous faisait voir tous les films des divers entraînements, moi j'avais revu ça, c'était extraordinaire. Alors il y en a, parce que la quantité, c'était pas ce qui manquait le plus là-bas. Hein. Bon, alors après, il y a eu le 38, le coup de Munich. C'est-à-dire à l'époque où Hitler était nominé pour le prix Nobel de la paix et homme de l'année. Hein. Bon, il y a le tronc contrôle, alors tout le monde était vachement content qu'il n'y ait pas la guerre. C'était, je dirais, c'était vraiment un lâche soulagement. Parce que c'était soulagement, mais personne n'avait envie d'en faire. Hein. Personne, on n'avait rien contre les Allemands. On n'avait rien à faire ce qu'ils faisaient. À la limite, on n'avait rien à faire ce qu'Hitler faisait avec ses gens. Hein. On n'avait pas à s'occuper des autres. On avait assez de mal à s'occuper de nous, comme maintenant, hein, c'est toujours pareil. S'occuper des autres, pas de nous. Et comment je peux vous dire? Bon, puis finalement, la guerre se déclare. Je me souviens comment je l'ai appris. J'étais à la villa de la famille, là, au Bastille à Saucé. Je passe le facteur. Et à l'époque, les postes, c'était poste, téléphone, télégraphe. Poste, télégraphe, téléphone. Et donc, le facteur recevait les télégrammes officiels et les télégrammes privés. Et les jours de fermeture de la poste, il était chargé, comme c'était les télégrammes, d'aller les relever 2 ou 3 fois par jour. Et ce jour-là, c'était un dimanche, si j'ai bonne mémoire. Le facteur de l'époque, le facteur unique de l'époque, habitait près de chez nous. Et il allait me voir, alors on le voit arriver, on était en train de finir de manger sur la terrasse, et il s'arrête, c'est le père Pascal, comme on l'appelait, qui a fait la guerre à 14, il s'arrête et nous dit, vous savez, c'est grave, c'est triste, je viens de recevoir le télégramme que j'ai porté au maire, déclaration de guerre. La France déclare la guerre à l'Allemagne. Alors il était désespéré de voir un type qui avait fait la guerre à 14, dont son frère avait été tué. Alors la réaction de mon père, vous allez rire, il me donne je ne sais plus combien, 1 franc ou 2 ou 3, je ne sais pas combien, descend en vélo chercher une bouteille de champagne. Alors c'était pas pour fêter la guerre contre l'Allemagne, c'était pour marquer l'événement, quoi. Hein. C'était pas une manifestation d'intérêt ou quelque chose.
Lui, il avait l'habitude de voter 3 fois maire. Hein, sur le bulletin de marque. Le vote, il mettait 3 fois maire. Il votait jamais. Donc, il n'était pas très d'accord avec les politiciennes de l'époque, etc., avec tous les scandales qu'il y avait, comme maintenant d'ailleurs, rien n'a changé par rapport à ma jeunesse. Alors voilà, la guerre s'est déclarée comme ça. Mon père n'a pas été mobilisé de suite parce qu'imaginez-vous, il était réformé. Alors vous allez me dire, le professeur d'éducation physique, qui du trapèze soit réformé. Ben oui, mais après, et quand il avait passé le conseil de révision en 22 ou 23, à l'époque, après la guerre, tout le monde essayait de faire le service militaire. Alors il était ami avec, sa famille était amie avec un député de Marseille, nommé Ambrogiani, je crois. Le seul qui est tiré dans la chambre des députés, il voudrait regarder dans le plafond, parce qu'on l'empêchait de parler. C'était folklorique. Ouais, tiens, un coup de revers dans le plafond de la chambre des députés, le président ne lui donnait pas la parole. Donnez-moi la parole. Bon, alors, ce plan avait fait réformer. De toute façon, il a été récupéré parce qu'à un moment donné, on a fait appel à tous les réformés et autres planqués. Et il y avait des affectations qu'on appelle spéciales. Ces types-là, ils avaient affectation spéciale, mais ils n'étaient pas soldats. Ils étaient affectés spécialement. Alors, je sais pas, moi, la garde des voies, des trucs comme ça, mais on ne les convoquait pas. N'importe quoi, ils n'avaient pas d'uniforme. Et mon père a rappelé, et finalement, il se trouve dans le 27e régiment de tirailleurs algérien, avec la Chéchia. Alors, il est aérien, l'Algérien, mais c'est toujours été avec les bigs de l'époque. Et ça lui a porté chance, dans le sens que son régiment, un jour, on reçoit un télégramme à la maison, partant en destination inconnue. Bon, ça se situait mars-avril à peu près 40. Mars-avril 40. Et bon, destination inconnue, on me revient après. Hein. Je veux dire, ça fait partie de l'époque, quoi. C'est un télégramme. Alors, et puis, 3 jours après, on va arriver à la maison. Destination inconnue. Tu es drôlement planqué, toi. Il dit non, je vais vous raconter ce qui m'arrive. On fait une halte dans une gare. Le général vient nous inspecter. Puis il dit, j'ai besoin d'un chauffeur. On demande que tous les chauffeurs descendent. À l'époque, là aussi, pas beaucoup de personnes avaient le permis de conduire. Hein. Bon. Tous les chauffeurs descendent. Et bon, oui, ils descendent avec les autres, quoi. Et la majorité des soldats avaient changé la chéchia contre un calot. Hein. C'est possible, quoi. Il avait le calot, et mon père avait la chéchia. Et le général, c'est un ancien tireur algérien. Il voulait, parmi les chauffeurs, il a choisi mon père, mais en insistant, en disant, bon, il sait conduire, mais en plus, il a la chéchia. Hein. Bon, il voulait dire qu'il garde la chéchia à côté de lui. Bon, c'est bon, comme ça. Et voilà, le voilà qui est affecté à l'état-major de Marseille, au Prado. Alors, il avait le 302, je me souviens, le 302 banalisé, c'est-à-dire pas plein de la couleur de l'armée. Et il venait coucher tranquille à la maison, on les mangeait tranquille à la maison. Et lorsque le général avait besoin de lui, il envoyait un motard du PC du Prado, je vais à la maison, je crois pour l'auto, il disait, mon père, il faut que tu viennes le chercher le général. Et voilà qu'il partait, le général ou sa femme des fois, parce qu'il fallait qu'il vienne à la femme faire des courses aussi. Ça fait partie aussi du travail du chauffeur du général. Et son plus grand travail, c'était d'inspecter les fortifications et les défenses de la côte méditerranéenne. Alors tu vois, il se promenait entre Narbonne et Nice. Alors ils allaient dans les plus grands restaurants. Ouais. Et naturellement, mon père ne mangeait pas à la table du général, il mangeait à la table à côté. Il mangeait bien quand même. Ouais. Et il nous disait, ça m'est même arrivé de manger à la table du général s'il était seul. Et bon, il avait une plante terrible.